Elle préfère qu'on lui dise Madame plutôt que Son Altesse Royale Maria Teresa, grande-duchesse de Luxembourg depuis des années. Elle se bat avec son association pour venir en aide aux nombreuses femmes victimes de viols et de violences sexuelles à travers le monde. Des violences infligées dans des conflits armés. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez fondé la fondation Stand, Speak and Rise Up, dédiée donc aux femmes victimes de violences sexuelles en zone de guerre. En français, on pourrait traduire par Lève-toi, témoigne et rebelle-toi, résiste. Vous serez également interrogé par Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal. Bonsoir. La première question, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est un sujet qui est bien entendu difficile, sensible. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le viol dans les conflits, dans les guerres de notre monde est défini comme une arme de guerre ? Vous savez, je dis souvent que le viol comme arme de guerre, c'est une arme à sous-munitions qui fait des dégâts sur des générations entières. Lorsque des femmes sont victimes de viols dans des guerres ou des guérillas, des zones de conflit, il faut savoir que le viol s'accompagne toujours, et on oublie de le dire, c'est déjà la peine épouvantable de ce crime atroce qu'est le viol, souvent des viols de groupe et de gang, mais en plus, il est accompagné de torture. Et c'est quelque chose de totalement inhumain, c'est un crime, un véritable crime, qualifié très souvent aujourd'hui comme un crime contre l'humanité. Quand vous dites sous-munition, est-ce que vous pouvez préciser? Ça veut dire que ça va impacter bien entendu la victime en premier lieu, mais aussi la famille, on imagine? Ça va impacter la famille, la victime, la famille, les enfants qui naîtront peut-être de ces viols, on en parlera sûrement au cours de la soirée, et ça va impacter aussi tout le village, le tissu social, mais pas seulement sur une génération, mais sur plusieurs générations. C'est une arme absolue et épouvantable. Et des belligérants et des militaires sont victimes de viols aussi, mais 96% des victimes sont des femmes et des filles selon l'ONU, Pascal. Alors, votre fondation est présente dans le monde entier, vous êtes dans tous les pays. Combien de survivantes et leurs familles vous aidez, vous soutenez, et quel type de projet? Nous soutenons pour le moment à peu près 1500 femmes à travers le monde. Nous avons un projet qui est plusieurs. Un en Ukraine, où nous travaillons à la reconstruction d'un hôpital spécialisé en gynécologie pour accompagner les femmes victimes de viols. Et nous travaillons aussi avec une association, avec Anya, une de nos survivantes, qui est venue déjà au premier forum en 2019, qui est une victime déjà de 2014. Et Anya a créé une association pour aider les femmes et pour mettre ensemble les femmes victimes de viols déjà en 2014 avec celles aujourd'hui de 2022. Et des enfants de viol, puisqu'elle-même, elle est enfant du viol. Exactement. Alors, on va parler de la République démocratique du Congo, mais avant, un mot sur l'Afghanistan, parce que vous avez aussi un projet en Afghanistan. Nous avons un projet en Afghanistan qui est tristement, malheureusement, un projet de grande urgence que nous allons commencer l'année prochaine. C'est un projet pour aider dans les besoins premiers qui manquent, c'est-à-dire la nourriture, les soins, les besoins de première nécessité. Qu'est-ce qui vous a amené à épouser la cause de ces victimes? J'ai eu la chance d'entendre le docteur Mukwege faire une conférence. Et à la suite de cette conférence, c'était à Luxembourg, je lui ai demandé s'il avait le temps de venir me voir, ce qu'il a très aimablement fait. Et en parlant ensemble, je voulais savoir ce que je pouvais faire pour l'aider. Et il m'a dit, j'ai un groupe de femmes, s'appelle faire le forum international de Luxembourg sur le viol comme arme de guerre, qui a eu lieu en 2019. On a mis 2 ans à le préparer et au cours de ces 2 années, il est devenu prix Nobel de la paix. Et ça nous a aidé à
pour ces femmes et pour défendre leur cause. Oui, d'ailleurs, en RDC, vous êtes présente à la clinique du docteur Mukwege, mais aussi une association qui est située à Bukavu. Vous avez aidé une association pour qu'elles achètent, ces femmes, les survivantes, achètent des semences et des bêtes pour monter un élevage, pour nourrir leur famille. Alors la présidente de cette association, c'est Tatiana Mukanire, que vous connaissez bien. Elle a écrit ce magnifique livre où notamment elle écrit une lettre à son violeur. Et aujourd'hui, elle se bat pour que dans son village, les survivantes du viol, eh bien, puissent nourrir leur famille. Alors on l'a joint, elle était avec nous par téléphone, elle a un message pour vous. Et les activités que nous menons dans nos propres communautés, ça nous donne la voix, ça nous donne la force, ça nous donne de l'espace. Parce que le fait pour une survivante de contribuer juste aux activités, aux besoins de sa famille, aux besoins primaires de sa famille, elle se sent à l'aise, elle se sent soulagée. C'est très important dans ces sens-là pour qu'à elle-même, elle se dise je vaux la peine d'exister, je vaux la peine de toujours y vivre parce que je ne suis pas inutile dans cette communauté. Je pense que c'est plus thérapeutique dans ces sens-là parce que tout le jour, je le dis, le psychologique va de pair avec le finance. La psychologie va de pair avec la finance. C'était Tatiana Mukanire. Qu'est-ce que vous ressentez en l'écoutant? Je suis très émue. Tatiana, je l'aime tendrement. Elle est venue à Luxembourg. Elle est une des 50 survivantes que j'ai eues au forum. Et je les avais invitées une semaine avant le forum pour qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles fassent connaissance entre elles. C'était une des premières rencontres qu'elles avaient entre elles pour échanger leur expérience. Il faut savoir que les survivantes, elles ne parlent pas de ce qui leur est arrivé. Elles ne pleurent pas devant des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et j'avais été les visiter et leur expliquer à toutes pourquoi elles étaient là, pourquoi elles étaient venues. Je voulais qu'elles soient le cœur de cette conférence. Et vous leur redonnez une visibilité parce qu'on imagine que pour beaucoup de ces victimes, c'est l'effacement ensuite, c'est ne plus exister. Et le rejet. Et le rejet. Et là, et elles m'ont dit, on a tellement besoin de quelqu'un qui, au moins, une personnalité qui reconnaisse ce qui nous est arrivé. Commencez par là, par reconnaître ce qui nous est arrivé. Et pendant j'avais été visiter ce groupe de femmes pendant 2 heures, et pendant 4 heures, elles m'ont raconté chacune leur histoire. On a fini en train de sangloter dans les bras l'une de l'autre. Mais c'est quoi le dénominateur commun? Elles se sentent abandonnées? Elles se sentent tout simplement rejetées, non reconnues. Et imaginez-vous comment on se sent intérieurement quand on a été déshumanisé. Parce que c'est une déshumanisation qu'un viol pareil. Et à la fin de cette rencontre, moi, ce qui m'impressionne, c'est leur force et leur résilience. À la fin de cette rencontre, on pleurait dans les bras les unes des autres, et il y en a une qui a commencé à chanter. On s'est tout arrêté. On a toutes commencé à chanter. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on a fini toutes les 50 en train de danser ensemble? Ça, c'est la force de ces femmes, parce qu'elles étaient reconnues et parce qu'on leur donnait la parole. C'était le début de quelque chose. Alors c'est de la force et c'est votre force parce que depuis le début, vous alliez l'engagement humanitaire mais aussi le travail politique, notamment avec les Nations Unies. Et vous avez reçu le titre, les Nations Unies vous ont donné ce titre, championne globale pour la lutte contre les violences sexuelles en zone de conflit. Alors pour en parler, nous avons joint celle qui vous a donné ce titre. Il s'agit de Pramila Patten, qui est la secrétaire générale adjointe de l'ONU et qui est chargée spécifiquement de ces problématiques. Et on l'a jointe par téléphone depuis New York. Je me réjouis de cette collaboration parce que, comme elle a si bien dit, et Maria, je me souviendrai toujours de ce que vous avez dit, que l'indignation ne suffit pas et il faut passer à l'action et proposer des solutions pertinentes pour aider les survivantes à se reconstruire. Et je ne peux pas être plus d'accord que vous, que les survivantes ont besoin beaucoup plus que notre compassion et notre solidarité. Elles ont besoin d'actions concrètes et à travers votre fondation, c'est exactement ce que vous faites et ainsi toute mon admiration pour vous et votre travail. C'est important pour vous ce partenariat avec les Nations Unies? Il est très important parce que vous voyez, après le forum de 2019, ce sont de nouveau les survivantes à qui vraiment j'ai donné le center stage, le centre de ce forum. C'est elles qui nous ont parlé des enfants nés du viol, de cette problématique-là. Personne ne l'avait sur le radar, ce drame. Or, ces enfants sont rejetés
tout comme leur mère. Pour vous donner un exemple, une maman au Congo qui a été violée, qui a un enfant né du viol, et évidemment ça se sait dans le village et autour, elle va au marché, on refuse de lui vendre quoi que ce soit. Donc elle est condamnée très souvent à être dans la misère la plus totale ou à mourir de faim. Et on la regarde, on regarde son enfant et on l'appelle « tu es un serpent né de serpent ». Alors, grâce à votre travail et grâce au travail des Nations Unies, pour la première fois, il y a eu la reconnaissance de ces enfants nés du viol. C'est la résolution 2467, mais sur le terrain, en RDC et partout, les problématiques sont terribles. Les problématiques sont terribles. Je voulais juste finir de vous dire que, à la suite du forum et la prise de conscience de l'existence des enfants nés du viol, Pramila, à qui je suis très reconnaissante, est retournée aux États-Unis, aux Nations Unies, et a fait passer une résolution en faveur des enfants nés du viol qui commence aujourd'hui. Au moins, il y a une reconnaissance de l'existence de ces enfants. Et ça a donné des résultats déjà en Bosnie-Herzégovine. Les enfants nés du viol en Bosnie-Herzégovine ont été reconnus maintenant. Vous parlez de la Bosnie-Herzégovine, vous parliez de l'Ukraine, on parle de la République démocratique du Congo. On ne l'a pas encore dit depuis que l'on discute ensemble ce soir sur TV5 Monde. Qui commet ces exactions ? Il y a malheureusement des situations de guerre. Vous avez très bien entendu en Ukraine ce qui se passe et de quel côté ça se passe, ces exactions et certains groupes. Et ce sont souvent des groupes de guérilla, des mercenaires, mais aussi des groupes armés. Des armées régulières aussi. Mais comment fait-on politiquement ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une sensibilisation des États ? Est-ce que c'est un sujet de discussion à l'ONU pour sensibiliser les forces régulières déjà ? Parce qu'on sait qu'il y a aussi des groupes rebelles, notamment en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il faut une sensibilisation sur cette question ? Bien sûr qu'il le faut. Et il faut que nous tous, nous soyons conscients aussi que quand nous utilisons nos téléphones portables, nos voitures électriques et le cobalt dont nous avons besoin pour nos voitures et autres, sont extraites dans ces régions-là et sont l'objet de guerres et de guérillas entre fractions qui utilisent le viol comme arme de guerre pour détruire et pour décimer des villages entiers pour utiliser les matières qui sont dans le sous-sol. Pascal, un dernier mot pour finir. Eh bien, on reparle du viol comme arme de guerre, évidemment, en Ukraine. On en a parlé aujourd'hui au Nigeria, où 10 000 jeunes femmes ont été obligées d'avorter suite à l'enlèvement et les viols perpétrés par les djihadistes. Donc, les problématiques sont toujours là. C'est un plan secret qu'a révélé l'agence de presse Reuters, en fait. Avortement de nombreuses femmes qui avaient été violées par des djihadistes de Boko Haram. Oui, c'est absolument terrible et on ne peut pas s'imaginer la souffrance de ces femmes et la déshumanisation dans des décisions qui leur sont imposées, qui leur sont violentées. Et la seule chose que je peux dire, c'est que je reste déterminée à me battre pour la cause de toutes ces femmes, de dire qu'on ne peut pas arrêter la guerre, mais essayons au moins d'arrêter le viol comme arme de guerre et que rien ne doit se faire sans elle. Merci beaucoup Maria Teresa, Grande-Duchesse de Luxembourg, d'avoir témoigné ce soir en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci Pascal également d'avoir participé à ce grand angle que l'on referme donc à l'instant.